Ça se murmure à Paris, ça se dit en Afrique, mais sans détail, jusqu'à ce que Robert Bourgi, l'avocat français, nous en donne dans ses mémoires. Ils savent que je sais tout. Omar Bongo a tellement fait que le retour de l'ascenseur lui a même valu de composer une équipe gouvernementale en France. Comment ça s'est passé? Le président Bongo arrive à l'hôtel Meurice. Au téléphone, il avait dû parler à Jacques Chirac. Et il me dit, bon, fiston, comme il m'appelait, on va faire le gouvernement. Jacques m'a parlé de plusieurs ministres. Et il m'a dit qu'il fallait que je connaisse la nouvelle génération. Parmi eux, il y avait les noms que vous connaissez. Il m'a dit, il s'est levé, il a pris un papier à lettres. Il m'a dit, bon, tu écris. Et il a fait le gouvernement. On voit la liste. Hein. Voilà. Il me dit, maintenant, tu vas porter ça à Jacques. Je vais faire mettre ça au propre. Il a donné ça au secrétariat, à l'hôtel Meurice, hein, secrétaire du président. Et la lettre est pliée. Je vais à l'Élysée. Je la remets à la secrétaire du président. Et je m'en vais. Je retourne à l'hôtel Meurice. Il me dit, bon, voilà, je vais recevoir tel. Il les a reçus. Et sur les 9 ou 10 qu'il a reçus, 8 ont été promus ministres du gouvernement français. C'est le président Bongo qui l'a souhaité, mais de manière pressante. Et il a obtenu gain de cause. Un jour, j'ai accompagné, c'était l'ambassadeur du Gabon à Paris. Chirac était président de la République. Et je prends rendez-vous, mais les rendez-vous à l'Élysée, M. Perelman, ça n'était pas dans le bureau du général qu'occupait M. Chirac. C'était dans le bureau de Dominique de Villepin, qui, depuis la mort de Jacques Foucard, a été fait par Chirac, le réceptionnaire de tout cela. C'est là que ça se passait. Donc, nous allons avec l'ambassadeur du Gabon à Paris, porteur de la mallette, je ne l'ai jamais porté, attention, porteur de la mallette, nous allions dans la voiture diplomatique à l'Élysée, toujours garé avenue Marigny, on passait par le portail de l'avenue Marigny. Plus discret. Pardon ? Plus discret. Beaucoup plus discret. Mais la plaque 43 CMD1, ça se voit immédiatement. Et on montait à l'étage où était le secrétaire général de l'Élysée. Nous rentrions dans le bureau du secrétaire général. Ça va, monsieur l'ambassadeur et tout. Les éléments de langage avaient été donnés déjà à Villepin par moi. Ça se bon. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait, le bureau mitoyen, Chirac entrait, monsieur l'ambassadeur, il s'est parlé, vous voyez. Comment va? Tout va bien? Et l'ambassadeur lui dit, monsieur le président, pour votre action politique, le président Bongo m'a chargé de vous remettre cette mallette. D'accord. Chirac regarde la mallette et il voit qu'il y a des codes. Il dit, bon, je vais l'ouvrir. Et il dit, mais il y a un code, monsieur le président. Et il dit, bon, il regarde l'ambassadeur, il dit, quel est le code? Il dit, monsieur le président, je n'ai pas le code. Il dit, comment vous n'avez pas le code? Il dit, non, c'est Robert qui a le code. Et moi, j'étais le seul à connaître le code et Pascaline. Quand il y avait Pascaline, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code, mais elle savait quel était le code, 555. Alors je me tourne vers Villepin qui était sur ma droite. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un bout de papier? L'instruction de Bongo était précise. Alors Chirac me regardait et Dominique vient et me donne le papier et je fais 3-5. Je plie en 4 le papier et je le donne au président qui l'ouvre, le met dans la poche, actionne tout de suite. Ah, il m'a gâté. Mais que de billets de 500. Il n'y a que des billets de 500. Il dit, oui, monsieur le président, ça prend pas beaucoup de place, les billets de 500. Voilà. C'est comme ça que ça se passait. Un gangstérisme ou une mafia organisée que son fils Ali Bongo n'a pas hésité d'adopter une fois à la tête du Gabon. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an. Entre 2009 et 2013. $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même?
Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres puissent choquer. Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. C'est dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'étais pas obligé de dire que je gagnais 1 million. Mais je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le million de dollars, monsieur Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. Une liaison dangereuse dans laquelle s'est foutu Laurent Gbagbo avec Jacques Chirac, mais dont les ténailles ne l'ont pas lâché lorsqu'il a voulu s'en défaire sous Nicolas Sarkozy. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant le Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifier. Vitrifier.
Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Comme quoi, les politiciens peuvent aussi écrire des scripts à la Al Capone. Blaise Compaoré, inspiré par les tam-tams ouest-africains appelés djembé, y a trouvé un moyen efficace pour faire parvenir sa contribution à Jacques Chirac pour sa campagne électorale de 2002. M. Chirac me fait venir dans le bureau de Dominique. Il me dit... De Villepin. De Villepin, pardon. Il dit, Robert, il faudrait aller rendre visite à Blaise. 2002 s'annonce. J'aurais besoin de beaucoup plus de liquidités. Les fonds secrets, il n'y en a plus. Monsieur Jospin a bien... Les lois ont changé. Voilà. Donc il faut les contourner. Absolument. Mais il n'a jamais dit contourner, Monsieur Chirac. Il me dit, rendez visite à Blaise. Je connaissais le mode d'emploi. Je suis allé voir Blaise et il me dit, bon, il va falloir être très, très prudent. Je lui dis, mais tu envoies un émissaire comme d'habitude, hein, Blaise. Il me dit, bon, rentre sur Paris, je te contacterai. Il me contacte quelques jours après, il me dit, selon le langage de nos frères africains, Salif Diallo t'arrive. Effectivement, Salif Diallo, proche parmi Paris, les proches. Proche parmi les proches, se manifeste. Il était dans un hôtel près des Champs-Élysées, et je le vois, il me dit, tu sais, le patron a trouvé le moyen de contourner tout cela. Je dis quoi? Il me dit, comme Dominique de Villepin aime la musique, c'est un artiste, tout ça se trouve dans les djembés. Je le regarde, je lui dis, les djembés? Il me dit, oui, viens. Alors il m'emmène dans le salon de sa suite, et je vois 4 djembés, et je lui dis, Salif, où est l'argent? Il me dit, mais il est dedans. Je lui dis, mais il va falloir t'emballer tout ça. Mais quand j'ai vu les 4 djembés, je lui dis, tu as la voiture? Il me dit, je viens te chercher, mais dans le coffre, il n'y a que 2 djembés qui peuvent rentrer. Il faudrait que tu prennes ta voiture. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas diplomate, Salif. Toujours est-il qu'on met 2 djembés dans ma voiture. Comme je venais de subir une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale, j'avais une sciatique, et j'ai emmené mon fils, qui est un costaud. Je lui dis, un dimanche, c'était un dimanche après-midi, en fin de journée. Voilà les 2 voitures qui rentrent dans la cour d'honneur, cette fois-ci, de l'Élysée. On se gare. Salif Diallo, ministre d'État de son président, en prend un. J'ai appelé Nadine, la secrétaire du président. Je lui dis, Nadine, il faudrait que quelqu'un descende. Elle me dit, mais je vais descendre avec monsieur. Voilà Dominique qui descend, de Villepin, secrétaire général de l'Élysée. Nadine descend, et le dernier djembé a été porté par mon fils. Et voilà tout ce monde qui se transporte au premier étage, où se trouve le bureau du secrétaire général de l'Élysée. Et là, mon fils s'en va, je lui dis, tu t'en vas. Chirac arrive, et il voit 4 djembés. Il dit, mais il y a un orchestre ou quoi, monsieur le ministre d'État? Il dit, non, monsieur le président, la contribution du président Compaoré se trouve dans les djembés. Et là, bon, il a fallu découper les djembés, et le flot d'argent est tombé. Et monsieur Chirac, je reverrai toujours la tête du président, il dit, mais quoi? Mais des billets de 5 $, des billets de 10 $, mais il va falloir changer ça. Je lui dis, monsieur le président, la remise des fonds a été effectuée. Le ministre et moi, nous allons nous retirer. France-Afrique, c'est un peu comme le maître d'autrefois, fumant son cigare acheté par la sueur de ses esclaves. La différence ici est que les esclaves de la France-Afrique volent aux contribuables africains pour asseoir leur pouvoir.